Bonjour Finlay. Lorsque le premier contingent de colons français arrive chez nous à bord de l'Atalante et la Diane le 5 avril 1722, deux prêtres et deux frères de la congrégation des Lazaris sont aussi de l'aventure. Ainsi débutent les liens étroits et indissociables entre l'Église et l'histoire du pays. En effet, la religion du roi étant la religion du peuple, le catholicisme sera jusqu'en 1810 la seule religion officiellement permise à Maurice. C'est ainsi que ces deux prêtres vont scinder le pays en deux paroisses, jeter les semences de l'évangélisation et assurer la pratique du culte ici. Au fur et à mesure du peuplement, l'Église va évidemment évoluer et accompagner les fidèles, dont les esclaves qui vont être obligatoirement baptisés et évangélisés selon les premiers articles du Code noir. Toutefois, alors que la population commence à grandir, les impératifs économiques et politiques vont prendre le dessus sur l'éducation religieuse des esclaves. Comment voulez-vous qu'une moyenne de 8 prêtres puisse assurer la mission sur une population d'un peu moins de 50 000 habitants vers la fin du XVIIIe siècle? Le début du XIXe ne sera pas plus réjouissant avec que 3 prêtres pour 73 000 âmes en 1809. Après la colonisation britannique, les choses vont évoluer, quoique les Anglais sont très réticents quant au recrutement des prêtres français. Cela, on peut le comprendre. Le 9 mai 1822, cette église chancelante va aborder un tournant décisif de son parcours. C'est le retour au pays de François de Sales Hippolyte de Roulède, ordonné prêtre à Paris en septembre de l'année précédente par monseigneur Hyacinthe Louis de Quélen. C'est le tout premier fils du sol à assumer le rôle de prêtre catholique à Maurice. Le premier prêtre mauricien, quoi. Les nantis de la capitale lui font un tiède accueil, ne se rendant peut-être pas compte que la date de son arrivée correspond avec quelques jours d'écart à la commémoration du centenaire de l'implémentation de l'Église à Maurice. Une heureuse et prometteuse coïncidence. Ce qui les rend surtout mal à l'aise, c'est qu'ils craignent qu'il ne dérange l'ordre établi. En effet, avant d'épouser la prêtrise, le fils du notaire Edmé Déroulède était un avoué qui frottait les épaules avec ses pères, dont ses beaux-frères Adrien et Prosper d'Épinay. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans, après 8 ans de pratique légale, qu'il décide d'entrer au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Il sera prêtre à l'âge de 33 ans. Cela renvoie au parcours du père Laval, qui lui aussi a quitté sa profession initiale, qui est la médecine, pour entrer au séminaire à l'âge de 32 ans. Il sera ordonné par le même évêque coadjuteur, monseigneur Hyacinthe Louis de Quélen, à l'âge de 35 ans. Comme Jacques-Désiré Laval, Hippolyte de Roulède sera un grand évangélisateur et missionnaire, mais le contexte est différent, car l'esclavage est toujours de mise pendant son apostolat. De Roulède apporte la bonne parole aux esclaves de l'Est, aussi bien qu'aux Indiens catholiques oubliés du faubourg de la capitale. Nous lui devons par ailleurs l'implémentation d'une chapelle dédiée à Saint François Xavier dans ce faubourg, dans cette région de Port-Louis. Elle deviendra plus tard l'église que nous connaissons aujourd'hui. Comme Jacques-Désiré Laval, Hippolyte
de Roulette, le premier prêtre mauricien, enseigne aussi en créole, une langue comprise par ses chers esclaves qui fréquentent avec un grand enthousiasme les 6 chapelles qu'il fait construire au fur et à mesure de son apostolat dans l'est du pays. Parmi ces lieux de culte figure Saint-Maurice. L'histoire de Fiossi-Madeleine, que nous avons d'ailleurs déjà abordée dans une de nos chroniques précédentes, est des plus emblématiques dans l'histoire du combat pour la liberté. Voici un homme de l'Isère qui réalise qu'il est né libre en vertu de l'affranchissement promis à sa mère antérieurement à sa naissance et qui décide de poursuivre son maître en 1817 en plein régime esclavagiste pour réclamer son statut d'ingénie, c'est-à-dire homme né libre. Il est soutenu dans sa démarche par le procureur de la colonie, maître Gilbert Boucher, et malgré cela, il se retrouve en prison pour être plus tard exilé à Maurice, comme un esclave sur une propriété de l'est du pays appartenant au beau-frère de son maître qui lui vit à La Réunion. Quelques années plus tard, il est affranchi par les Anglais, mais cela ne lui suffit pas. Il veut être déclaré ingénu, c'est-à-dire né libre. Lorsqu'il raconte son histoire à l'abbé de Roulette, ce dernier le soutient considérablement. Car lorsque le premier prêtre mauricien étudiait encore en France, il avait comme ami et co-étudiant un certain Gilbert Boucher. Et voilà les coïncidences qui reviennent. Il fait alors le lien entre les deux hommes, maître Boucher étant maintenant en France. Fussy ira plaider son cas là-bas en 1835, aidé entre autres par de Roulette, Joseph Dioré et maître Boucher. La Cour de cassation de Paris prononcera son verdict favorable en 1843. Quel long combat! Fussy est reconnu ingénu. Cette affaire fera grand bruit en France, surtout dans les milieux abolitionnistes. 5 ans après, la France abolira l'esclavage dans ses colonies. Le premier prêtre mauricien Hippolyte de Roulette y a-t-il contribué? La vie étant ce qu'elle est, des fois imprévisible, des fois cruelle, le premier prêtre mauricien meurt le 14 janvier 1834. Il ne verra pas l'abolition de l'esclavage, mais il aura contribué à l'évangélisation des esclaves, que son successeur, Jacques-Désiré Laval, poursuivra avec ardeur et détermination quelques années plus tard. Ce n'est pas un hasard que la dernière messe de Hippolyte de Roulette ait été célébrée par lui à l'église Saint-Maurice quelques heures avant son grand départ dans l'éternité. Merci Finlay et bon dimanche à tous.